Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Révisons l'Histoire comme d'habitude et on va parler guerre froide. Alors je vais attendre 2-3 minutes que vous partagiez le lien de ce live à tout le monde en fait, hein. Voilà, tous ceux qui ont envie de passer un petit moment avec moi pour réviser quelques notions d'histoire tout à fait importantes et tout à fait intéressantes, notamment sur la guerre froide, thème au programme de troisième, mais aussi de première, de terminale, de première que je dis non, de terminale surtout, oui, pas de première. Voilà, donc on va jouer ensemble ce soir un petit quiz historique comme tous les jeudis soirs sur la chaîne Twitch d'un jour d'histoire. Voilà, on se retrouve pour un petit apéro quiz. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire dans le chat comment vous allez, si vous êtes à fond, si vous êtes chaud si vous êtes chaud pour commencer ce nouveau révisons l'histoire. Voilà, je ne trouvais plus mes mots. Et puis dites-moi en commentaire si vous êtes prêt à faire, à répondre aux différentes questions que je vais vous poser. Il y en a une vingtaine comme d'habitude. Voilà, sur la guerre froide. Ce soir, on parle de la guerre froide. Ah, donc j'espère que vous allez bien. Si je regarde à gauche, hein, c'est parce que il y a le chat et donc c'est là que je vais voir les différentes, euh, les différentes interactions. Donc n'hésitez vraiment pas à participer, à vous manifester, à montrer que vous êtes présent, que vous êtes là et puis que vous voulez participer à ce petit jeu. Ah, et puis voilà. Si on est toujours là la semaine prochaine, je pense qu'on va voyager un peu. On ira découvrir des sites historiques ensemble. Je vais réfléchir à ça. Voilà, pour voyager un petit peu. Ah, bah dis donc, voilà, je l'attendais. Je me disais bien, il y a toujours Kakashi Snape qui est une abonnée. Et voilà, elle n'était pas présente encore. Bah, je la salue bien dans le chat. Vous aussi, n'hésitez pas, prenez votre petit stylo, votre petit crayon. On va débuter Révisons l'histoire. Révisons. Désolé, je faisais mes devoirs. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est encore. Vous n'êtes pas en vacances, les élèves ne sont pas en vacances. Mais voilà. Donc, vous aussi, bah, si vous revoyez cette rediffusion, si vous êtes là dans le chat, si vous participez, n'hésitez pas. On va réviser la guerre froide aujourd'hui. Donc, prenez un petit stylo à côté de vous, comptabilisez vos points et puis dites-moi sur les réseaux sociaux hein, que vous avez juste là, juste en dessous là. Donc, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, un jour d'histoire pour réviser ensemble la guerre froide. Donc voilà. Une période qui est pas toujours maîtrisée par les élèves, puisque ça fait intervenir des notions d'idéologie, de politique. Donc voilà, et puis ça fera un bon rappel pour d'autres. Allez, ne perdons 18h05, ne perdons pas plus de temps. On va commencer tout de suite. Rejoignez, si vous nous rejoignez au courant, manifestez-vous dans les commentaires. Sinon, vous, derrière votre écran, qui regardez peut-être la rediffusion, bah, préparez votre petit crayon, votre petit papier. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans Révisons l'Histoire. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, on affiche la première question. Bah oui, on commence toujours par une première question. Donc voilà. Hop, quelles sont les deux grandes puissances qui s'affrontent durant la Seconde Guerre mondiale? C'est la base. Est-ce la France et l'Allemagne ou est-ce les États-Unis et l'URSS? Je regarde les réponses dans le chat. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à tout ça. Quelles sont les deux puissances qui s'affrontent durant la guerre froide? France et Allemagne, États-Unis et URSS? Telle est la question. Orochimaru et Konoha. Ah bah non, ce n'est pas non plus du Naruto. On sent hein, la patte Naruto. Hein. C'est la Sibérie, oui, tout à fait. Bah oui, la Sibérie. Pourquoi pas? Obligé avec la guerre froide. Il y a de l'humour dans le chat. Il y a de l'humour. Ou le Groenland. Ah non, ce n'est pas le Groenland, ce n'est pas la Sibérie. Effectivement, c'est bien la réponse B, hein, évidemment. Ah, quoique, alors, effectivement, la Sibérie faisait partie de l'URSS. Donc on est bien sur la réponse B. Ou long oui. Non, toujours pas long oui.
Allez, on passe à la deuxième question. Que créaient les soviétiques en Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale? Des régimes totalitaires, des démocraties populaires, des monarchies héréditaires ou la réponse C, la réponse D, des républiques. Ah. Donc des régimes totalitaires, des démocraties populaires, des monarchies héréditaires, des républiques. La faucille. Ah non, c'est le marteau et la faucille en plus. Il manque le marteau. Pourquoi le marteau et la faucille, symbole de l'URSS? Bah, tout simplement puisque c'était l'agriculture, hein, et, euh, et l'industrie, les deux secteurs d'activité principaux sur lesquels l'URSS basait son économie. Je ne vais pas rentrer dans les régimes totalitaires, hein, je ne vais pas rentrer non plus dans l'idéologie soviétique, puisque ça rentre dans un autre chapitre. Donc voilà. Voilà. Que créaient les soviétiques en Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale? On parle des régimes totalitaires, des démocraties populaires, des monarchies héréditaires ou des républiques. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, on a une réponse A, on a une réponse A. Eh bien non. Et ah oui, la fameuse monarchie héréditaire de Staline, tout le monde connaît, effectivement. Non, ce n'est pas des régimes totalitaires non plus, hein, puisque l'URSS se prétendait être la seule véritable démocratie par son modèle. Donc, on parle de démocratie populaire. Des démocraties, c'est-à-dire populaires, que le peuple dirigé par le peuple. Hein, donc, voilà, Staline et l'URSS estimaient être la seule véritable démocratie face aux États-Unis. Donc ils installent des démocraties populaires partout en Europe de l'Est, du moins. Pas des républiques, pas des démocraties populaires, pas des monarchies héréditaires, pas des régimes totalitaires. Et le meilleur exemple, c'est avec la question suivante. Donc je vous laisse avec la question numéro 3. Hop, je l'enlève. Où Mao Tse-tung installe-t-il un régime communiste en 1949, que l'on appellera aussi démocratie populaire alors du Japon ou de Chine? J'ai eu 3 sur la guerre froide, faut pas attendre beaucoup de moi sur ça. Ah bah ça, faut essayer. Bon, celle-là, elle est pas compliquée. Où Mao Zedong installe-t-il un régime communiste en 1949? Est-ce au Japon ou est-ce en Chine? Elle est pas très compliquée, cette question-là. Réponse B pour Kakashi Snape. Réponse B ailleurs. Faut arrêter avec les références à Naruto, hein. Faut arrêter, hein. Ça n'apporte pas grand-chose, hein. Bon, ça apporte un peu de culture mangaka, mais voilà, voilà. Bon, effectivement, hein, vous avez le temps de répondre. C'est bien en Chine, effectivement. C'est bien en Chine que Mao Tse-tung va installer un régime communiste et devenir un allié assez important de l'URSS. D'ailleurs, on parle de démocratie populaire de Chine, hein. Voilà. Pour vous revenir sur le fait que le modèle communiste qui se diffuse se prétend être le seul véritable modèle démocratique. Pas grave, je vais faire des refs à SNK. Alors là, j'ai pas la référence, mais c'est pas grave. Question numéro 4. Allons à la question numéro 4. Hop. Comment appelle-t-on cette aide financière versée aux pays d'Europe de l'Ouest par les États-Unis pour la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale? Le plan Marshall, le plan Truman, le plan Reagan ou voilà. Donc comment appelle-t-on cette aide financière versée aux pays d'Europe de l'Ouest par les États-Unis pour la reconstruction? Le plan Marshall, le plan Truman, le plan Reagan. Alors, bonjour. Alors je sais pas comment on va prononcer ton pseudo X4Z ou Extras. Voilà, ça doit être Extras. Merci d'avoir rejoint le live. Merci à tous ceux qui nous regardent en ce moment même et ou qui regardent la rediffusion, hein, d'ailleurs de ce live et qui participent et qui se prennent un peu au jeu. Extras, voilà, bah, je prononcerai bien. Voilà, merci à vous de nous rejoindre. On en est donc à réviser la guerre froide ensemble et puis à se poser tranquillou pour expliquer comment tout cela se passe correctement.
Alors, comment appelle-t-on cette aide financière versée aux pays d'Europe de l'Ouest par les États-Unis pour la reconstruction? Est-ce le plan Marshall, le plan Truman ou le plan Reagan? Il y a la petite question B. Alors, on dit B dans le chat, on dit B. Est-ce que ça c'est ici? À droite, à gauche, dans le chat? Eh bien, la bonne réponse, après que vous ayez eu le temps de répondre, eh ben, ce n'est pas le plan Truman. C'est effectivement une inspiration de Truman, qui était président des États-Unis à ce moment-là, mais il s'agit bien du plan Marshall. Voilà, le plan Marshall, c'est le nom que l'on a donné à cette aide financière qui a été versée aux pays d'Europe de l'Ouest par les États-Unis pour aider les pays à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale et les affres de cette guerre, les nombreuses destructions hein, en particulier. La France va en bénéficier, le Royaume-Uni aussi en particulier. Et c'est bien Extras, effectivement, c'est la A. C'était la A. Question numéro 5. Hop. Quelle institution servant à renforcer les alliances des États-Unis est née le 4 avril 1949? L'ONU, Organisation des Nations Unies, l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ou l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. Alors, quelle institution servait à renforcer les alliances des États-Unis est née le 4 avril 1949? L'ONU, l'OTAN, l'OMS ou l'URSS? Alors, Kakashi Snape, on sent la défaite poindre au bout du nez. Non, rassure-toi. Rassure-toi, tu devrais pouvoir. URSS, c'est l'ennemi des USA. Oui, bah oui, ça, voilà, vous l'avez compris, hein, effectivement. Voilà. Rassurez-vous, hein, on n'est pas là pour se noter, on est là pour passer un bon moment ensemble et puis eh bien pour réviser ensemble, hein, tout simplement. Prendre ces quelques minutes avant le repas avant le dîner du soir pour, pour réviser la guerre froide. Alors, on dit rien à voir, désolé, mais. On m'a souvent comparé à Jérôme Commandeur. Ça n'a aucun rapport, mais voilà, il paraît que j'ai des airs de ressemblance avec Jérôme Commandeur. Pas de souci. Écoute, hein. Alors, c'est la B. Effectivement, c'est la réponse B. Hein. C'est bien. Je reviens hein, sur cette remarque dans le chat, hein, mais ouais, c'est vrai qu'on m'a souvent dit que je ressemblais à Jérôme Commandeur. Soit, disons que soit. Donc, ce n'est pas l'URSS, évidemment, ce n'est pas l'OMS non plus, c'est effectivement l'OTAN hein, qui est créé par les États-Unis pour renforcer ses alliances avec le monde. Une organisation militaire hein, qui sert à œuvrer ensemble sur des bases militaires. Voilà. Ah, il y a des trucs dans le chat des fois. Alors, pour contrer les États-Unis, quel est le pacte qui est signé le 14 mai 1955 par l'URSS et ses alliés d'Europe de l'Est? Alors, d'un côté, on a l'OTAN qui se crée. Eh bien, que va faire l'URSS pour répondre aux États-Unis? Est-ce le pacte de Berlin, le pacte de Moscou, le pacte de Varsovie ou le pacte de Prague? Alors, pour contrer les États-Unis, quel est le pacte qui est signé le 14 mai 1955 par l'URSS et ses alliés d'Europe de l'Est? Je vous laisse répondre dans le chat. Vous aussi derrière votre écran, comme d'habitude. Si vous regardez la rediffusion, prenez un petit instant pour écrire vos réponses. Ça vous aidera toujours. Hein. Comme j'ai dit, c'est un thème qui est au programme de la terminale pour le bac en particulier, au programme de 3e pour le brevet, donc c'est une phase importante. Hein. Voilà. La D, la C, on n'est pas d'accord dans le chat, on n'est pas d'accord entre la D ou la C. Le pacte sigillaire, ref à Naruto encore, ah oui d'accord. il y en a comment on pourrait qualifier ça d'ailleurs? Leur fanitude, la fanbase de Naruto. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais voilà.
Alors, bah, effectivement, bah, c'est Kakashi Snape qui a raison. On parle du pacte de Varsovie, hein. Le pacte de Varsovie qui est signé le 14 mai 1955 par l'URSS et ses alliés d'Europe de l'Est. Voilà, pour contrer en quelque sorte la mise en place de l'OTAN. Je suis une quiche en histoire, sérieux, affreux. C'est pas grave, t'es là pour réviser et pour apprendre. Donc, pas de souci. Pour réapprendre. Parce que c'est des thèmes que t'as déjà vus, mais voilà. Donc, on est hein, c'est pas, ne vous mettez pas à l'amende hein, si si vous n'avez pas la réponse. Il y a rien de dramatique. On est là pour réviser ensemble et passer un bon moment. Ouais, j'ai raison. Comment j'ai fait? Au pif, comme d'habitude, Kakashi Snape. Voilà. Le monde est alors divisé en deux blocs. Le bloc du nord et le bloc du sud. Vrai? Faux? La réponse C. Ouais, il fallait que je trouve une réponse à la réponse C. La réponse C. Alors, le monde est alors divisé en deux blocs, le bloc du nord et le bloc du sud. Vrai, faux ou la réponse C? Telle est la question. Alors, le monde est alors divisé en deux blocs. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? J'espère que... Ah, pardon. Je suis de retour normalement. Vous me voyez, il y a eu un petit bug, je suis désolé. Voilà. Non, 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 rassurez-vous, c'est parfois, c'est sans doute la mienne. Normalement, on est de retour, on est ensemble. Oui, c'est bon, merci. Merci d'être là, de ne pas être parti, d'être toujours fidèle au poste. J'espère que voilà, ça va revenir correctement. Bien, donc je disais, hein, pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route, on est dans Révisant l'histoire et puis on revoit la guerre froide ensemble. Donc on va reprendre, hein. De toute manière, il y aura une rediffusion sur YouTube. Voilà, si vous voulez suivre notre aventure. Alors on en était sur la division du monde en deux blocs. Et donc vous dites B, vous dites B. Eh bien c'est faux effectivement. C'est juste, c'est la bonne réponse. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, c'est le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, hein, et non du Nord et du Sud. Ah, donc effectivement, le bloc de l'Est sont l'URSS et ses alliés, liés par le pacte de Varsovie, et le bloc de l'Ouest, ce sont les États-Unis et ses alliés dans le monde. Voilà. Donc on parle d'un monde qui est bipolaire, Est-Ouest, et qui va s'affronter, se confronter. Voilà. Alors d'un point de vue idéologique, sans jamais avoir de guerre ouverte, ce qu'on va voir plus tard. Pourquoi pas de guerre ouverte? Eh bien, tout simplement parce que ce serait dramatique pour le monde sinon. On va revenir dessus. On me pose la question de savoir si je suis prof d'histoire ou si c'est par passion. Bah, c'est un peu les deux en fait. Je suis prof d'histoire, effectivement, mais j'ai réussi à faire de ma passion un métier, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, effectivement, je fais preuve d'histoire et je fais aussi pas mal de vidéos sur ma chaîne Un jour d'histoire par passion, notamment sur le Moyen Âge et puis les mini-cours pour les élèves actuellement. Mais je répondrai à différentes questions juste après. Ils ont les bombes atomiques, donc ils font pas la guerre directe, non.
Tu es sur la bonne piste, effectivement, Kakashi Snape, mais on va revenir dessus juste après. Alors, question numéro 8. Espérons que cette fois, le stream ne bug plus. Parmi ces propositions, laquelle est une intrus? Blocus de Berlin, guerre de Corée, guerre d'Algérie ou crise de Cuba? Alors, parmi ces 4 propositions, laquelle est une intrus? Le blocus de Berlin, la guerre de Corée, la guerre d'Algérie ou la crise de Cuba? Je vous laisse répondre, je vous laisse réfléchir, je vous laisse répondre dans le chat, vous sur votre petit carnet. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Je vérifie, hein, j'ai des petits messages qui viennent, donc hop. La B, la C. Dis donc, ce soir, il y a un vrai combat dans le chat. Eh bien, effectivement, il s'agit de la C, la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie n'a rien à voir avec les 3 autres. Pourquoi? Les 3 autres, ce sont des crises majeures durant la période de la guerre froide. Où on a été justement au bord de la guerre, de la guerre réelle, hein, de déclencher une 3e guerre mondiale. Blocus de Berlin, 1948-1949. Berlin est bloqué par les soviétiques. Je fais très rapide, hein. Bien sûr, il y aurait tant de choses à dire. Berlin est bloqué par les soviétiques et du coup, les Américains contournent ça avec un pont aérien. Voilà, donc c'est une crise importante. La guerre de Corée, c'est ce qui a donné naissance à la Corée du Nord et la Corée du Sud, hein, qui a divisé le pays en deux. Corée du Nord qui est associée au modèle communiste et Corée du Sud qui est resté un allié des États-Unis en particulier. Crise de Cuba, c'est quand les soviétiques ont voulu installer des missiles après la révolution de Fidel Castro à Cuba, après la révolution cubaine. Les soviétiques ont voulu, pour protéger et empêcher les États-Unis de débarquer à Cuba, ont voulu mettre des missiles nucléaires, des missiles dont la tête était dirigée vers les États-Unis. Sauf que comme c'est proche des États-Unis, voilà, on était à 2 doigts de l'explosion et de la guerre. Mais bon, voilà, au final, ça n'a pas eu lieu, heureusement, puisque effectivement, sinon, sinon, ça aurait été une guerre nucléaire. Et ça, les soviétiques et les américains ont toujours voulu l'éviter. Est-ce une chance? On peut dire que pour notre monde, ça l'est. Effectivement. Le live bug ou c'est moi? Ah, il y a des petits bugs là. Ce soir, on est sur des petits bugs. Mais, voilà, normalement, ça devrait aller. Ça devrait le faire. On va croiser les doigts. On va espérer que ça se fasse normalement ce soir. Voilà. Un peu capricieuse la connexion, hein. Vous savez, on est à Longwy. Si vous arrivez déjà à situer Longwy sur une carte, ça sera déjà pas mal. Voilà. J'adore la ville, hein. Enfin, j'adore la ville. Il y a mieux comme ville, mais on est quand même pas trop mal à Longwy, donc je vais pas discréditer. Bien. Allez, on passe à la question numéro 9. Et on avance dans notre cheminement vers l'explication de ce qu'est la guerre froide. Comment appelle-t-on la période d'apaisement entre les deux puissances entre 1962 et 1975? Oui, parce qu'il y a eu un petit moment où il y a eu un apaisement. Alors on parle de la détente, de la relaxation, de l'apaisement ou de la paix. Alors, comment appelle-t-on cette période entre 1962 et 1975 où on est dans une relative... voilà. Alors, la question A. Question A. J'attends dans le chat de voir s'il y a d'autres réponses. Vous l'avez. Hop. Et oui, c'est bien effectivement la réponse A. La détente. On est bien sur... Je suis en train de regarder parce que... Effectivement, ce soir, la connexion fait des siennes. J'espère que ça va aller. On va croiser les doigts pour que ça aille. Sinon, hein, vous aurez la rediffusion, mais voilà, sur YouTube. Bien. Alors, donc, la réponse est bien la A. On est bien sur la détente. On parle de la détente. On se détend.
Hein. À ce moment-là, les relations sont un peu plus cordiales, sans l'être pleinement, hein, mais voilà, entre 1962 et 1975, après la crise de Cuba qui a failli faire entrer le monde dans une guerre nucléaire, on s'est dit qu'il fallait un peu calmer le jeu. Jusqu'en 1975, où il y a un certain monsieur Reagan, alors président des États-Unis, et qui va qualifier l'URSS. Alors, de quoi va-t-il qualifier l'URSS? D'empire du soleil levant, d'empire d'Orient, d'empire du diable ou d'empire du mal? Alors, comment le président Reagan qualifie-t-il l'URSS en 1975? D'empire du soleil levant, d'empire d'Orient, d'empire du diable ou d'empire du mal? Alors, pour te répondre extra, je ne suis pas prof au lycée, je suis prof en collège. Et je laisse Kakeshi Snape répondre à ta question. La C ou D? Empire du diable, empire du mal. Alors oui, mais il faut départager. Empire du diable, empire du mal. Si on faisait un 50-50, j'aurais enlevé les deux, hein, comme sur Qui veut gagner des millions, j'aurais enlevé les deux premières. Moi, je dis C. Ah. Allez, la C. Eh ben non, raté. C'est une chance sur deux. C'était la D. Effectivement, Reagan qualifie l'URSS d'empire du mal. Voilà, tout simplement. Et faut savoir que, évidemment, ça n'a pas été bien accepté par les soviétiques à ce moment-là. Mais ça relance les hostilités, en tout cas, du côté russe et américain. Alors après, on va faire un petit bond dans le temps. Hein, on va faire un petit bond dans le temps. Et on va arriver dans les années 80. En URSS, il y a un nouveau chef du Parti communiste qui va arriver au pouvoir, que l'on appelle Gorbatchev. Et justement, cet homme-là, il décide de changer un peu la politique soviétique et de s'ouvrir un peu plus au monde. Notamment en redynamisant l'activité, l'économie. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on parle de perestroïka en particulier et de glasnost, c'est des noms russes. Voilà, où l'objectif c'est de s'ouvrir un peu plus au monde. Je ferai très simple hein, pour résumer. N'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, je la mettrai en description. J'en parle un peu plus dans ma vidéo où je récapitule la guerre froide. Dans mon mini-cours, hein, où je récapitule la guerre froide justement. Donc j'explique un peu plus en détail ce qu'est le glasnost et la perestroïka. Mais c'est pour la politique intérieure de l'URSS. D'ailleurs, vous pourrez, hop, c'est ici, voilà, vous aurez le petit i, hein, la petite barre d'information qui vous reconduira vers cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et en même temps, d'un point de vue de la politique extérieure, Gorbatchev et Reagan vont signer le premier traité de désarmement nucléaire en Europe. Donc, il va s'agir du traité de Berlin, du traité de New York, du traité de Varsovie ou du traité de Washington. Alors, le nom du premier traité de désarmement nucléaire signé entre Gorbatchev et Reagan en 1987, où les deux parties vont retirer les têtes nucléaires installées en Europe. Est-ce qu'on parle du traité de Berlin, de New York, de Varsovie ou de Washington? Dès la réponse D, on a... Je vous laisse 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oui, mes secondes sont très rapides. 2, 1, voilà. Le traité de Schoen, eh bien, effectivement, c'est bien le traité de Washington. Hein, le premier traité de désarmement nucléaire signé entre Gorbatchev et Reagan. Et c'est bien le traité de Washington. Question numéro 12. Hop. Quel événement majeur a lieu le 9 novembre 1989? La crise de Cuba, la chute du mur de Berlin, le blocus de Berlin ou la chute de l'URSS? Quel événement majeur a lieu le 9 novembre 1989? La crise de Cuba, la chute du mur de Berlin, le blocus du Berlin ou la chute de l'URSS? Oh là là, là ça hurle. Là ça hurle, là c'est une date qu'on connaît là. Hein. Ah là on se rapproche un peu de notre histoire. C'est quelque chose, on sent que certains ont été traumatisés avec cette date. Mais effectivement,
Seule date que j'ai réussi à retenir. La même, ouais, mais en même temps. Effectivement, c'est bien la chute du mur de Berlin, où les jeunes... Alors, je vous renvoie vers pas mal de vidéos sur Internet, où comme c'est un événement qui a été médiatisé, qui a été filmé, on a énormément d'images où les jeunes Allemands de l'Est fracassent le mur de Berlin dans la nuit du 9 novembre 1989, percent une brèche dans le mur, et l'armée soviétique à ce moment-là, enfin en tout cas, ne réagit pas et laisse faire. Et c'est un vrai moment de rassemblement, voilà, qui met fin à une longue période de séparation entre les Berlinois de l'Est et les Berlinois de l'Ouest. Voilà, je dis bien les deux. Pour toute personne qui viendrait sur cette rediffusion ou sur ce live, je reprécise que voilà, on est là pour réviser quelques notions. Je ne vais pas rentrer dans les détails explicites. Vous avez énormément de vidéos sur Internet. J'ai un mini-cours, comme je l'ai dit, qui reprend les événements majeurs de la guerre froide. Voilà, c'est juste pour vous resituer un peu les différentes notions sur cette période-là. Voilà. Donc, c'était bien la chute du mur de Berlin. Question numéro 13. Hop. En 1991, en combien d'États se morcelle l'URSS? 5, 10, 15 ou 20? Alors, en 91, en combien d'États se morcelle l'URSS? 5, 10, 15 ou 20? Oui, parce que après la chute du mur de Berlin, il y a eu la réunification allemande dans d'autres villes, dans d'autres pays européens, d'autres pays de l'Est. On commence à se révolter aussi, à vouloir plus de liberté. Donc c'est un peu, voilà, c'est le début de la fin pour l'URSS. Et qui va s'effondrer en 1991. Et disparaître du coup alors on dit en 394. En 394 États, bah dis donc, ça ferait beaucoup. J'hésite entre B et C. 10, 15 ou 20. 5, 10, 15 ou 20. Hop. Je laisse réfléchir, faut que je regarde un petit truc rapidement. Tac, tac, tac. Ça va être un peu bête pour vous, mais j'ai un petit trou là-dessus sur la question. Je vais reprendre juste hop, ce que l'on a dit. Ça arrive, hein. Faut savoir que dans le nombre de dates qu'on doit connaître, etc. Oui, j'ai un peu, ça m'est arrivé, ça m'arrive. J'ai un petit trou. Alors, je vais juste reprendre voilà. C'est bon, je vais la voir. J'ai préparé la question et voilà, bah, c'est le soir. Hein, voilà. Moi aussi, j'ai souvent des trous en histoire. Oui, bah, on peut vous pardonner. Hein. Une fois, on peut vous pardonner. J'aime bien le 15, c'est un bon chiffre. Ah bah bravo. Eh oui, même les professeurs ne sont pas exempts d'erreurs. Hein, donc c'est pour ça que voilà, en histoire, une erreur, ça passe, évidemment. Ta, 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 ta. Eh bien oui, voilà, c'est bon, je l'ai. C'est bien la réponse C. Hein, c'est 15 États qui vont émerger de l'URSS, de l'explosion de l'URSS. C'est bien 15, c'est la réponse C. Hein. Voilà, on est bien sur 15 États donc, qui vont naître. La Russie, hein, l'URSS va disparaître, mais la Russie sera présente. On va avoir la Biélorussie, on va avoir la naissance de la naissance de la Yougoslavie qui va exploser, la Tchécoslovaquie qui va exploser aussi, hein, avec la naissance de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Croatie, de la Serbie, de la Bosnie. Voilà, tout ça, ça va engendrer la création de nouveaux États qui seront indépendants. Et ça va aussi engendrer une guerre qui va faire beaucoup de mal, hein, la guerre en Bosnie en particulier. En 1992. Voilà. Puisque on parle de nationalité et de nationalisme à ce moment-là, avec la volonté de reconstruire de nouveaux États avec des frontières et des peuples qui ont une histoire commune. Question numéro 14. Quel modèle idéologique défendent les États-Unis? Le libéralisme, le socialisme, le fascisme ou le communisme? Bonjour White Get Off, si je dis bien, voilà.
Bonjour, merci de nous rejoindre sur le chat, merci d'être là, ça fait plaisir. Donc on se pose la question là de savoir quel modèle idéologique défendent les États-Unis lors de la guerre froide, enfin lors de la guerre froide, et puis finalement c'est leur modèle depuis, depuis toujours. Alors libéralisme, socialisme, fascisme, communiste. Alors non, ce n'est pas un cours. Ce n'est pas un cours, c'est un quiz, un apéro quiz, on peut dire ça, dans lequel on révise des notions d'histoire. Révisons l'histoire, ça s'appelle. Et on révise l'histoire sous forme de quiz. 20 petites questions. On discute, on papote, c'est mieux. Et puis voilà, ça vous permet de recompter, de vous remettre en tête les différents éléments. Ah. Et donc là, on en est à la. T'arrives au moment de la 14e question, White Get Off. Et on se pose la question de savoir quel modèle idéologique défendent les États-Unis durant la guerre froide. Le libéralisme, le socialisme, le fascisme ou le communisme. Je vous laisse répondre. Alors on a la A avec un point d'interrogation. Jamais très sûr. T'es pas très sûr. Hein. On se l'a pété un peu plus sur Napoléon, Kakashi Snape. Hein. Alors, on est bien sur la réponse. Je vous laisse regarder, je vous laisse le temps de répondre. Eh bien, c'est la réponse A, effectivement. Hein, c'est le libéralisme. Le libéralisme qui a pour objectif la liberté en tout, donner les entreprises aux patrons qui puissent gérer. Donc ça s'appuie sur, voilà, sur la liberté patronale, en quelque sorte, sur la défense de la propriété privée, de manière générale. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire de vos biens, de manière générale. J'avais dit que Napoléon c'était mon élément, j'ai tout un étage dans ma bibliothèque sur lui. D'accord. Et ben voilà. Allez, on passe à la question numéro. Donc c'est le libéralisme, hein, bien entendu. Question numéro 15. Bah, après s'être posé la question pour les États-Unis. Pour l'URSS, grand adversaire, est-ce qu'on parle, on défend, l'URSS défend le libéralisme, le socialisme, le fascisme ou le communisme? Donc, l'opposé en quelque sorte. Hein. On est sur des mouvements de droite. Alors là, évidemment, effectivement, on est bien sur un modèle. La réponse, elle est plus évidente pour l'URSS. Hein. Je laisse un peu de temps pour répondre. Déjà, c'est pas là. Bah non, puisque c'était les États-Unis pour la. Effectivement. Alors, là, j'hésite entre C et D. La D, mais D, du coup, bah oui, effectivement, c'est bien la réponse D. Hein, c'est bien le communisme. Alors, au contraire des États-Unis, pour les soviétiques, le communisme, c'est voilà, on met tout en commun. C'est-à-dire qu'on collectivise les moyens de production. Chez les paysans, ce qu'on appelle les kolkhozes, hein, toutes les terres n'appartiennent plus à chaque famille de paysans, elles appartiennent à l'État, qui les redistribue et qui les loue ensuite aux paysans pour les exploiter. Les usines, c'est la même chose. Elles n'appartiennent pas à des patrons, elles appartiennent à l'État qui ensuite installe des ouvriers, etc. Donc voilà, c'est vraiment une mise en commun de tous les moyens de production. Je résume très simplement à ce qu'est le communisme, mais voilà, on est sur une soi-disant, en tout cas, il ne doit plus y avoir une société de classe, hein, puisque dans le libéralisme aux États-Unis, il y a des patrons, des ouvriers, ça nécessite donc des inégalités entre les personnes, ce qu'ils acceptent, hein, les États-Unis, alors que dans le communisme, on lutte pour qu'il n'y ait plus de classe sociale. Pas de patron, pas de bourgeois, pas d'ouvriers, tous au même niveau. Voilà. Évidemment, voilà, on peut se poser la question de si si ce n'est pas une utopie, mais voilà. Bien, on passe à la question numéro 16. Il reste donc 4 questions avant la fin de ce Révisons l'histoire. J'ai honte, mais j'avais même pas la def du communisme. Bah au moins là, tu as pu revoir rapidement ce que c'est. J'espère que j'ai été assez clair. Hein. D'ailleurs, si vous avez pas de, si vous voulez un peu plus d'éclairage, je peux vous en donner. Hein, si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis. Mais voilà. Durant quelle période les Américains soupçonnés d'être communistes sont expulsés de leur emploi et parfois même emprisonnés? Le Reaganisme, le Trumpisme, le McCarthyisme ou
Le troumanisme. Alors, le communisme chez l'URSS, c'est connu, je crois. Ah, bah les soviétiques, c'était des communistes. Les soviétiques ont mis en place des soviets, c'est-à-dire en quelque sorte le peuple qui se réunissait dans les différentes villes qui prenaient la direction d'un pays, avant que Staline ne mette en place un régime totalitaire. Que ce soit uniquement lui qui prend les décisions, avec un parti unique qui est le Parti communiste. Alors, cette période où les Américains soupçonnés d'être communistes sont expulsés de leur emploi et parfois même emprisonnés. Imaginez-vous, URSS, soviétique et URSS et États-Unis se font une guerre idéologique en quelque sorte. Donc c'était vraiment pas bon d'être communiste et américain. Et il y a eu une période dans les années 50 en particulier où pas la B ni la D, je pense. Effectivement, ce n'est pas autant de Trump, ce n'est pas la D. Donc il reste forcément la C. Et oui, c'est la bonne réponse, la C. Oui, et oui, c'est bien la réponse C, le macartisme. Durant cette période, on parle réellement de chasse aux sorcières envers les Américains qui étaient communistes en même temps. Donc c'était pas une période très agréable. Ils perdent leur emploi, ils sont parfois emprisonnés. Donc c'est bien le macartisme. Question numéro 17. Voilà, d'un côté, il y avait cette période-là, et puis de l'autre côté, on a aussi des intellectuels, des artistes, des savants soviétiques qui revendiquent davantage de liberté dans les années 60 en URSS. Alors on les appelle comment? Les dissidents, les opposants, les protestants ou les révoltés. Comment est-ce qu'on appelle ces intellectuels, ces artistes, ces savants qui sont soviétiques mais qui eux réclament davantage de liberté? Donc là aussi, c'était pas tellement bien vu dans les années 60 de réclamer plus de liberté. Donc on les chasse aussi, on les pourchasse, on les emprisonne. Parfois certains sont exécutés aussi, mais voilà. Donc comment on les appelle ces intellectuels, ces artistes et ces savants qui réclament plus de liberté? Mais en ce moment aussi, non. Alors, je ne fais pas de politique ici. Mené par l'idéologie du plus grand punk de l'histoire, Dmitri Mendeleïev. Ouais, effectivement, mais je ne fais pas de... je ne fais pas de politique ici parce que ce serait compliqué. On est juste là pour réviser l'histoire. J'ai envie de dire A, mais je le sens pas. Bonjour à. Alors, c'est pareil, je vais certainement écorcher ton pseudo. Euh, Buns. On va dire Buns. Bonjour à toi. Voilà. Hop. Alors, ici, on parle de. Et c'est là, mais. Et oui, c'est la réponse A. On parle des dissidents, effectivement. On parle des dissidents. Ce sont les dissidents. Tout simplement. Les opposants, les protestants, les révoltés, ça, c'est des réponses que j'ai inventées. Donc, effectivement, on parle des dissidents et on les chasse, on les pourchasse aussi également. On passe à la question 18. Anténépultième en. Ben voilà, j'ai voulu vous apprendre un mot et je me suis foiré dessus. Donc c'est un peu dommage. Antépénultième. Voilà, c'est ça, effectivement. Antépénultième. C'est-à-dire avant. Dernière question. Antépénultième. Merci, PYLive. Vous voyez, le prof que je suis qui bégaye, qui n'a pas toutes les bonnes réponses. Je dois laisser. Merci pour ton stream, en tout cas, c'est cool. Merci, pas de problème. Tous les jeudis à 18h. Bonne soirée à toi aussi, Xtraz. Et à bientôt dans un des lives. La semaine prochaine, on va se balader un peu dans le monde pour découvrir des lieux historiques en particulier. Alors, quel média est particulièrement utilisé par l'URSS et les États-Unis pour faire de la propagande? Est-ce qu'il s'agit d'Internet, de la télévision, du journal ou de la radio? Alors, entre ces trois médias, lequel est le plus utilisé
pour faire de la propagande. Réponse D, réponse D. Oh, unanime, unanime. Effectivement, eh ben oui, c'est bien la réponse D. C'est bien la radio. Il y a des radios qui sont carrément créées pour, comme Radio Moscou, par exemple, qui sont vraiment créées pour diffuser des messages de propagande à l'encontre à l'encontre des ennemis, des adversaires, que sont les États-Unis ou l'URSS. Et évidemment, la télévision à cette époque-là, elle est encore très peu développée, très peu démocratisée. Il n'y a pas Radio Moscou, un truc comme ça. Si, tout à fait. Voilà. Donc c'est bien la réponse D. Avant-dernière question. Question numéro 19. Parmi ces propositions, laquelle n'est pas utilisée par les États-Unis pour défendre leur modèle? Le cinéma, les jeux vidéo, la musique, la bande dessinée. Alors, parmi ces propositions, laquelle n'est pas utilisée par les États-Unis pour défendre leur modèle? C'est la musique. Il y a un piège. On voit que Kakashi Snape, elle commence à me connaître. Effectivement, on est sur une question piège ici. On est sur une question piège. Là, il y a Captain America. Ah oui, donc Captain America, c'est à la fois le cinéma, mais aussi la bande dessinée. Surtout les comics. Aux États-Unis, les mangas, c'est au Japon, et puis aux États-Unis, on commence à développer les comics. Et effectivement, de nombreux super-héros, comics et Marvel, s'en prennent à des ennemis communistes. Le cinéma, il y a beaucoup de films qui sont créés où l'adversaire est un communiste, est un russe. Je prends l'exemple de Rocky 4, par exemple. Dans Rocky 4, si vous regardez bien, l'adversaire principal de Rocky, du boxeur, pour faire très simple, est un russe. Voilà. Alors non, mais là, vous pouvez toutes les faire. En fait, les États-Unis utilisent tous ces moyens-là pour défendre leur modèle. Il y a un piège, effectivement. Toutes les réponses sont justes. Toutes les réponses sont justes, puisqu'effectivement, les États-Unis vont utiliser le cinéma, les jeux vidéo, la musique et la bande dessinée pour diffuser leur modèle et le répandre partout. Et encore aujourd'hui, si on voit l'influence des États-Unis, c'est lié à ce petit passé-là. Effectivement. Donc à cette volonté de lutter contre le communiste en utilisant ce qu'on appelle le soft power. Voilà. Voilà, ça ne marche plus vos blagues sur moi, elle commence à connaître. Donc les jeux vidéo, alors on est à une époque, surtout dans les années 80, on commence à développer le jeu vidéo. Et puis dans les années 90, on continue quand même à développer des jeux vidéo qui vont à l'encontre du modèle soviétique, du modèle communiste, même si celui-ci est complètement explosé. Je prends l'exemple de je vais y arriver. Street Fighter 4. Dans Street Fighter 4, on voit qu'il y a un adversaire communiste qui est souvent empreint de préjugés. Donc on lui met plein de préjugés pour le combattre, par exemple. Et puis la musique, on utilise dans de nombreux titres. On peut largement critiquer le modèle soviétique. Et puis il y a des modèles qui vont naître aux États-Unis, des types de musique qui vont naître aux États-Unis, qui vont aller complètement à l'encontre du modèle soviétique et qui seront interdits d'ailleurs en URSS. Voilà. Salut à tous, votre avis sur les aspirateurs robots qui font nettoyage en même temps? Il y en a un qui s'est trompé de stream là. C'est pas très grave. Dernière question, avant la fin de ce live, la fin de ce révisant l'histoire. Quels sont les deux autres moyens pour les deux grandes puissances de montrer leur supériorité? La conquête spatiale, la colonisation, le développement de jeux vidéo ou le sport et particulièrement les Jeux Olympiques. Ici, deux réponses. Voilà. Il poste ça sur tous les streams où il passe. Bon, ça lui fait plaisir, ça lui fait plaisir. Voilà. A et D. Alors, quels sont les deux autres moyens pour les deux grandes puissances de montrer leur supériorité? Là où va y avoir une rivalité assez forte entre les États-Unis et l'URSS. Oui, là c'est assez simple, vous avez trouvé.
AD, effectivement, la bonne réponse. Ce sont bien les réponses A et les réponses D. La conquête spatiale, bon bah là, on pourrait passer tout un live à discuter de la conquête spatiale, tellement c'est passionnant de rivalité entre les soviétiques et les russes, en rappelant rapidement que le premier homme dans l'espace est un russe, est un soviétique, puisqu'il s'agit de Yuri Gagarin, qui est le premier à aller dans l'espace, premier homme à aller dans l'espace, et le premier homme à avoir posé un pied sur la Lune, en 1969 d'ailleurs, eh bien il s'agit de Neil Armstrong. À pas confondre avec le cycliste Lance Armstrong. Hein, souvent, les élèves font l'erreur, donc voilà, je vous le dis juste. Hein. Voilà, donc c'est bien Neil Armstrong qui est américain et qui met le premier le pied sur la Lune. Et là aussi, je vais vous mettre en fiche quelque chose parce qu'on en a parlé de la conquête spatiale. On a parlé de ça dans une vieille émission de radio Un jour d'histoire. Il me semble qu'on l'a posté sur... Non, je ne suis même pas sûr. Voilà, on avait fait une vidéo sur la conquête spatiale, etc. Donc voilà. Les URSS, ils n'ont pas lancé un chien aussi, si, effectivement. Le nom du chien, c'était une chienne d'ailleurs, c'était une femelle. Comment s'appelait-elle? Je vérifie, j'ai pas envie, je vais vous dire pas de bêtises. Hop. Tac, tac. Elle est connue en plus, ça. Hop. Il s'agit de Laika. Et oui, c'est Laika. Laika. Voilà, la première chienne à avoir été dans l'espace. Un des premiers animaux à avoir été dans l'espace. Laika, ouais, effectivement. C'est juste. Bon, j'ai au moins 15. J'ai loupé 2 questions. Où j'ai oublié de dire si j'avais juste ou faux. Ouais, vous pouvez comptabiliser vos points maintenant. YouTube, Gagarine. Ouais. Voilà. Yuri. Oui, parce que YouTube, c'était pas vraiment ça. Yuri Gagarin, effectivement, qui est le premier homme dans l'espace. Et puis Neil Armstrong par la suite. Et aussi, je termine juste là-dessus, le sport qui est dans les Jeux Olympiques, hein, vont être source de rivalité entre les deux puissants. Surtout que les Jeux Olympiques sont très médiatisés à l'époque. Donc, chaque moment, chaque victoire est un moment où on peut montrer sa supériorité. Et à un moment donné, lors des sports d'hiver, des Jeux Olympiques d'hiver de Lake Placid, si je dis pas de bêtises, en tout cas Lake Placid, il y a un match de hockey qui va opposer les Soviétiques et les Américains, et les Américains vont remporter la victoire. Et alors là, c'était un domaine où les Soviétiques l'URSS était censé être supérieur. Et ça va être vécu comme une grosse victoire. Voilà. Voilà. On a révisé quelques notions sur la grande phrase. Il y aurait tant et tant de choses à dire. Je vous conseille fortement d'aller voir la chaîne de Mamie Twink, par exemple, ou d'autres youtubeurs qui sortent des anecdotes sur cette période-là. Voilà. Ah, merci de me suivre, White Get Off. Ça fait plaisir. Donc voilà, il y a plein d'autres, plein de vidéos sur Internet que vous pouvez trouver qui remontrent, qui précisent certaines choses. Mais avec ce petit quiz, vous avez remis en place certaines notions. J'espère qu'en tout cas, ce live vous aura plu. Comptabilisez vos points, vous derrière votre écran, vous qui reverrez la rediffusion, ou sur le chat. Ah, on m'annonce du 15. Voilà. Merci, je te souhaite une bonne soirée, c'est très cool. Moi aussi, je te souhaite une bonne soirée, White Get Off. Merci, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et à toutes. Hein. Merci d'avoir suivi ce live, merci d'avoir été avec moi dans ce Révisons l'Histoire. On se retrouve la semaine prochaine à 18h pour un autre live. Sinon, dimanche pour une prochaine vidéo sur la chaîne Un jour d'Histoire. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Hein. Allez sur la chaîne Un jour d'Histoire, vous verrez plein de contenu. Vous trouverez forcément votre bonheur. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà, puis n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter pour avoir des nouvelles, pour avoir d'autres choses. Voilà, et comme je le dis, elle connaît Kakashi Snape. Moi, en tout cas, ce que je vous souhaite, c'est de portez-vous bien pour cette semaine. Faites attention en cette période de déconfinement. Restez toujours calés sur les gestes barrières pour n'en rien perdre et éviter qu'on se retrouve à nouveau confinés tous ensemble. Ce serait bien dommage. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus sur ce petit message de prévention. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis
comme je dis toujours, à très bientôt pour un nouveau jour d'histoire. Salut les amis.